Podium de départ du 37e Tour de Corse à Ajaccio. Cette année, l'épreuve du championnat du monde ne compte que 3 jours de course, avec une première étape musclée de 8 épreuves spéciales. Scratch dans la première, scratch dans la 2, dans la 3, puis dans la 4, la 5 et la 6, et enfin dans la 8e spéciale. François Delecour survole le ruban plus ou moins asphalté des routes corses, et ce malgré quelques soucis. Moi j'ai tapé, j'ai fait un tête à queue, je vois plus la route. Je suis camé par l'essence dans la voiture, tu veux voir? Ouais, je suis complètement camé par l'essence. J'ai fait encore un tête à queue, presque deux. Je fais un peu trop le con. C'est avec plus d'une minute d'avance sur son suivant immédiat que le pilote de la Ford rejoint le parc fermé de cette première étape. Sans faire la fine bouche, c'est vrai que c'est une avance confortable, mais aussi sur un rallye aussi difficile que cette année, en tout cas de par les conditions climatiques très changeantes, la minute on peut la perdre très aisément et ça me fait un petit peu peur pour demain. Je pense que demain j'aurai une voiture mieux équilibrée, j'espère que le pilote sera en forme de même, pas comme aujourd'hui, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les choix de pneumatiques. Et bon, demain, de toute façon, on attaquera, il n'y a pas de problème. Le second, vous l'aurez compris, c'est Didier Auriol, dont le pneu avant gauche ne va pas tarder à déchapper, et ce, à 3 km de l'arrivée. Didier perdra là quelques secondes, mais c'est surtout son physique ainsi que le moteur de sa voiture qui ne lui donne pas entière satisfaction. Durant toute la journée, avec ces orages typiques qui éclatent en un clin d'œil, les problèmes météo rendront les choix de pneumatiques difficiles et hasardeux. Si François Delecour a creusé l'écart, Carlos Sainz n'est qu'à 11 secondes de son grand rival. Carlos n'est pas rassuré pour autant, car il lui semble avoir atteint les limites de sa Lancia sur l'asphalte. Hidalgo se doit en plus de terminer car il reste sur 2 sorties de route et il ne faudrait pas décourager ses supportrices. Des supportrices qui pourraient se tourner alors vers François Chatriot. 4e, le pilote intérimaire entre guillemets de Toyota occuperait peut-être la seconde place sans un stupide incident. Il y avait le feu à l'arrière de la voiture au départ de la spéciale, ce qui nous a fait partir après. Et puis en sortant, si tu veux, vite de la bagnole parce que ça cramait derrière, j'ai arraché le fil de la radio, donc j'ai fait toute la spéciale sans radio. Par 5 fois, en cette journée humide, le chat va réaliser un meilleur temps que son chef de file. Cinquième, l'Italien Andrea Aghini pouvait également espérer mieux. Il réalise le scratch ex aequo avec Delecour dans l'épreuve numéro 3 avant de rectifier l'arrière de sa Lancia dans l'épreuve numéro 4. Malheureux reste certainement Yves Loubet qui perd plus d'1 minute et demie dans l'orage de la dernière spéciale. 6e à pratiquement 3 minutes. Le pilote corse est persuadé que les nuages sont accrochés à sa voiture. Auteur d'un temps scratch, Mickey Biazon est dépité. Un changement d'embrayage loupé par ses mécanos lui fait prendre 11 minutes de pénalisation et la 12e place au général. Un Écossais sur l'asphalte, Colin McRae, fait ses premières armes sur l'île de Beauté. Frottant légèrement sa Subaru sur les rochers, il prend la 7e place provisoire. Il y a ceux qui rient et ceux qui pleurent. Bernard Béguin fait partie de ceux-là. L'homme avait des ambitions, mais sa voiture n'est pas encore à la hauteur.
Williams débute en beauté sur l'île. La petite Clio s'installe d'entrée en tête de la catégorie 2 litres. Très vite débarrassée de l'Opel de Bruno Thierry, les deux Renault Boys occupent les 9e et 10e places. Changement de décor, changement de ton le lendemain. François Delecourt signe bien le premier scratch, mais il perd successivement 24, puis 9, puis 21 secondes sur Didier Auriol. Après avoir réussi son premier meilleur temps dans la plus longue spéciale du rallye, le col de Verde, le pilote Toyota pointe à 24 secondes de la Ford. À la mi-journée, à Corté, c'est la Ford, semble-t-il, qui est la cause des ennuis de François Delecourt, vainqueur néanmoins de la dernière spéciale. Ce qui est enrageant, c'est de connaître des petits problèmes mécaniques qui font que on baisse pas les bras, mais c'est pas évident de retrouver à chaque fois une motivation, de se dire bon bah là ça va aller mieux, parce que ça fait comme trois spéciales. On a été affecté par des petits problèmes moteurs et en fait c'est des problèmes qui sont pas tellement palpables. Il a eu un petit problème moteur et peut-être un petit problème lui-même. Et je me suis rendu compte justement dans la dernière spéciale que les freinages étaient beaucoup plus tendus que dans les spéciales d'avant, les freinages de François. Donc je pense qu'il a retrouvé un petit peu de pêche morale et voiture, donc les deux vont bien avec. La preuve, Delecourt signe les 3 scratchs qui suivent. Avant l'arrivée à Bastia, le pilote nordiste grappille une trentaine de secondes au pilote de Millau, impuissant devant la vélocité de la Ford et de son pilote. Quant à François Chatriot, pas étonné de ses performances, il épaule parfaitement son leader. J'étais assez confiant et puis il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu des doutes, mais il y en a un qui n'en a pas eu, c'est Uwe Anderson puisqu'il m'a fait confiance. Et je me suis dit, ce patron il a l'air quand même vraiment sérieux, s'il me fait confiance c'est que je peux le faire, donc j'essaye de le faire. Le ciel étant plus clément, la 3e Toyota, celle de Yves Loubet, tente de revenir au général. Mais dans le Verdé, le pilote insulaire évite un pavé arraché à la route, la voiture fait une embardée, tape légèrement le rocher et se met en équilibre. Malgré 4 roues motrices, Yves ne pourra revenir sur la route. Toujours dans la même spéciale, Andrea Aghini voit l'une de ses roues s'affaisser et la voiture plonger dans le trou. Dommage, l'Italien venait de réaliser un nouveau scratch. Heureusement, la 2e Lancia, celle de Carlos Sainz, est toujours là, même si l'Espagnol ne peut suivre le rythme des meilleurs. Il pointe à la 4e place. Colin McRae n'en croit pas ses oreilles. Il vient, grâce à ses 2 abandons successifs, d'accéder à la 5e place et sa Subaru est toujours entière. Chez Best, on est pessimiste à l'image de Bernard Véguin qui continue à préserver son avance sur les 2 Clio Williams avec dans l'ordre l'acrobate Jean Ragnotti et le moustachu à la oreille. Mickey Biazon laisse ici quelques secondes, l'Italien remonte à la 9e place et traîne comme un boulet ses 11 minutes de pénalité. Enfin, Serge Jordan, solide leader du groupe N, rentre dans le top 10 avec sa Clio Williams. Voilà, la fin du rallye est toute tracée. Il ne reste malheureusement plus qu'une seule étape reliant directement Bastia à Ajaccio par la route sinueuse du bord de mer. 2 hommes sont à la régulière capables de s'imposer.
Même si avec 50 secondes d'avance, on voit mal comment Didier Auriol pourrait inquiéter François Delecourt. Lors des premières spéciales, François Delecourt contrôle parfaitement un Didier Auriol qui signe 4 temps scratch dont 2 ex-aequo, mais qui ne reprend pas une seule seconde au pilote Ford. Après le regroupement de Calvi, Gianni Manfrinato profite d'un problème de support moteur sur la Clio de Jordan pour imposer sa surpuissante escorte en groupe E. Mickey Biazon, de son côté, saute logiquement les 2 Clio du Team Yak pour terminer 7e. Deuxième victoire consécutive cette saison pour François Delecourt et Daniel Grattalou, la première en France. Si Toyota reste en tête du classement constructeur, François Delecourt prend lui la tête du championnat pilote devant Juha Kankkunen et Didier Auriol. En cette fin de mois de mai, Antibes se met une nouvelle fois à l'heure du sport automobile européen. Et ce qui est certain, c'est qu'il faudra se partager entre performance et endurance sur un parcours chronométré long de 400 km, réparti en 28 spéciales. Également la revue Échappement Auto Hebdo qui est également sur ce rallye. Le premier à s'élancer, c'est le vainqueur sortant, Pierre-César Baroni. Dès lors, la bataille est engagée et l'on se plonge rapidement dans un duel Baroni-Loubet. Derrière, Bernard Béguin, en délicatesse avec son moteur et sa boîte, tente de rester au contact. Pour Philippe Bugalski, les choses sont encore plus graves. Le pilote de la Lancia sort violemment dans la descente du col de Blaine. Un problème grave sur la voiture, donc une rupture d'un flexible de frein qui nous a coûté une belle chaleur, une grosse sortie de route en 5e, avant un gros freinage pour une épingle gauche, donc on est sorti très violemment de la route. Dans le clan Renault, nouvel épisode d'Amicalement Vôtre entre Jean Ragnotti et Alain Oreille, où l'on sait déjà qu'on ne va pas s'ennuyer. Pour preuve, les deux héros regagnent Antibes à égalité parfaite. Mais ce qui restera dans les mémoires, ce sont les performances d'Yves Loubet. D'entrée de jeu, il s'est positionné en patron du peloton, 4 meilleurs temps en 6 épreuves, les faits sont là. Hélas pour lui, une maladresse dans l'habitacle de la Toyota le ramènera à une dure réalité. Témoignage de l'intéressé. Je me suis fait très mal, je dois aller chez Michel Cabrol là. On va essayer de me faire des infiltrations, je me suis
retourner complètement dans la dernière épingle le pouce dans le volant et il pense que c'est mal, que c'est grave. Sinon la voiture? La voiture elle est fantastique. Je peux dire c'est super. Putain, j'ai pris un pied pas possible. J'ai joui pendant. En fait, son bonheur s'arrêtera là, et dès les premiers kilomètres de la deuxième étape, l'issue ne fera plus aucun doute. Yves Loubet est obligé de quitter le rallye, ne prenant même pas le départ de la première épreuve du jour. La douleur a eu raison de son courage. Après le retrait de la Toyota, c'est la Lancia de Pierre-César Baroni qui prend le commandement. D'Entrevoix à Castellane, lieu du regroupement, le pilote Vansois est leader presque malgré lui. Ça se passe plutôt bien pour moi, malgré nos problèmes de châssis qu'on n'arrive pas à résoudre, mais bon, d'autres ont plus de problèmes que nous, faut croire. Parce que vraiment, je m'attendais pas à être en tête, parce que bon, l'auto est bonne, mais pas très bonne. Désormais, les événements majeurs de la course vont tourner autour des chassés croisés Béguin, De Meyer et Ragnotti Oreille. Pour le duel qui oppose le pilote de la BMW à celui de la Ford, tout va basculer une première fois dans l'épreuve de la Col Saint-Michel, où Dominique De Meyer précisément prend 8 secondes à Bernard Béguin et il s'empare de la deuxième place au général. Je ne pense pas que ce soit le moteur en lui-même, je pense que c'est un accessoire autour du moteur qui fait que ça ne marche pas. Bon, ceci étant dit, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis bon, il y a Dominique De Meyer qui fait une très belle course aussi, et c'est bien. Je suis quand même objectif, si j'ai su second, c'est parce que Béguin a eu des problèmes mécaniques, autrement je serais quand même derrière lui, c'est normal. Mais par contre, ce qui est dur, c'est maintenir cette position, surtout, donc il y a Béguin derrière, et puis il y a aussi les Clio qui sont toutes proches. Alors il va falloir attaquer jusqu'à la fin, c'est encore là. Chez Renault, l'ambiance est explosive à l'image des performances des deux pilotes du Team Diac. Jamais l'écart entre les deux hommes n'excédera plus de 7 secondes. En fait, le bras de fer que se livrent les deux pilotes tournera à l'avantage de Jean Ragnotti, profitant de la pénalisation de 30 secondes dont a été victime Alain Oreille. L'eau, 50 mètres, courbe gauche de Bassafon, ouvre, le Bassafon et frein, le 45 long. Le 45 long. Bien joué. Bassafon plus, 50 mètres, 115, attention. Droite 80, Bassafon plus, 50 mètres, 115, attention. Pour Bassafon, le bras 80 plus en cuvette. Pour le chapeau corde. La 2, c'est pour 3, on a pris 1 minute. Non. On a pris 1 minute au départ de spécial. Pour quelle raison? Parce qu'au moment de, ils ont changé de transmission et au moment de partir, elle n'était pas emboîtée, donc il a fallu tout redémonter et la remboîter. Seuls sur leur planète, Jean Ragnotti et Alain Oreille en oublieront Patrick Magot et sa ZX, aux prises avec une succession de problèmes qui ne lui permettront pas de s'exprimer à sa mesure. Ce rallye d'Antibes, c'est aussi pour nous l'occasion de suivre avec beaucoup d'attention deux pilotes de l'équipe de France nouvellement constitués. Christophe Vaison et sa Ford Escort, mais aussi Jean-Manuel Beuzelin qui prend la tête du classement promotion sur sa Lancia. Dans le clan Peugeot, les deux lauréats du volant 92 sont là avec les 106 Groupe A. Christian Bruzzi sera stoppé par un talus dans la 9e spéciale. Pour les frères Panizzi, tout va bien. Cette deuxième journée confirmera les bons débuts de la première. En groupe N, Jean-Hugues Hazard, parti le matin même en leader, voit son avance fondre comme neige au soleil. Plusieurs problèmes mécaniques venant perturber sa marche triomphale. Dans le même temps, Sylvain Polo, déchaîné, parti très attardé, reprendra dans cette deuxième journée 2 minutes 30 au leader. À l'arrivée à Antibes, les rôles sont inversés. Polo devant Hazard pour 1 seconde. Cela restera comme la plus belle remontée de ce 28e rallye d'Antibes.
matin, c'est Pierre-César Baroni qui s'est réveillé le premier pour repartir à l'assaut de sa 3e victoire à Antibes. Pour Dominique de Meyer, les choses sont plus compliquées. Reprendre impérativement cette 2e place. Certains jours, on peut se demander pourquoi on doit se lever. C'est ce que peut se dire à Valberg Bernard Béguin lorsque le turbo de sa Ford rend l'âme et que tous les efforts de la veille sont anéantis. Ça va pas mieux, on a attaqué maximum, mais j'ai donné le maximum. Cette 3e journée de course est aussi l'occasion de saluer le bon comportement de Philippe Orsucci, membre de l'équipe de France des rallyes, très régulier depuis le départ et qui rentre dans le top 10 du classement. En promotion, Jean-Manuel Beuzin remplit sa mission et il termine 6e de ce 28e rallye d'Antibes dans le sillage des 2 Clio. Si Bernard Béguin termine 3e, Dominique de Meyer monte sur la 2e marche du podium. Jour de gloire pour le pilote et sa vénérable BMW. On dit que la plus mauvaise place c'est la seconde, mais pour moi c'est la plus belle. Victoire à petits pas pour Pierre-César Baroni qui n'en est pas encore revenu. J'ai vraiment été très doucement, hein. Vraiment. Au terme de ce 28e rallye d'Antibes, Pierre-César Baroni prend la tête du championnat de France des rallyes et du championnat d'Europe de la spécialité. Prochain rendez-vous dans 15 jours au cœur des forêts alsaciennes pour la 4e épreuve du championnat 93. Congratulations pour Mickey Biezone qui remporte en Grèce son épreuve fétiche, l'Acropolis Rally. Une course tactique que le double champion du monde affectionne tout particulièrement. Mais une victoire que l'Italien attend depuis longtemps. Beaucoup trop, oui. Maintenant, je suis très content. Remonté sur la plus haute marche de l'Olympe, la course ne fut pas si facile. La première étape est dominée par les Subaru. Harry Vatanen revient à son meilleur niveau après 6 mois d'absence. Il remporte 8 scratchs et s'envole au classement. Harry tire dans son sillage. Colin McRae, la Subaru, est arrivé à un stade de développement suffisant pour figurer aux avant-postes sur un terrain aussi cassant que poussiéreux. Derrière suivent les 2 Ford Escort Cosworth.
Biaison est en embuscade, il attend sa chance. Quant à François Delecourt, il s'applique, espérant lui aussi pouvoir la tenter. Kankkunen dans ses œuvres. En ce début d'épreuve, sa Toyota pointe en 5e position, juste devant Sainz et Salancia qui progressent au fil des kilomètres. Carlos n'est pas encore à son maximum. Les Mitsubishi ont souvent prouvé leur bon comportement ici et l'Allemand Schwarz occupe la 7e place alors que son compagnon d'écurie, Ericsson, abandonne dans la 2e spéciale, moteur cassé. À l'assistance du Toyota Team Europe, les voitures sont mises sur chandelle et les mécanos se précipitent pour intervenir. Auriol est serein, malgré son numéro 1 et le fait qu'il ouvre la route, il est le seul à s'intercaler entre les deux Subaru de tête. Réception d'une bosse, sa Toyota heurte violemment le sol. Les radiateurs endommagés sont changés mais refusent tout service dans la spéciale numéro 7. Moteur cassé, l'abandon est inévitable. Même punition pour l'Audi S2 de l'Allemand Rudi Stoll. Ainsi que pour l'AX de Christine Driano. Thierry, lui aussi, se retire de la course, mais sur sortie de route, non sans avoir donné un peu de travail aux spectateurs. Delft est le terme de la première étape. C'est l'occasion pour nous de faire le point. Après l'abandon de Didier Auriol chez Toyota, on se concentre sur la seule voiture restante. Juha Kankkunen est 5e et Ove Andersson, le responsable du team, ne peut cacher sa déception. Chez Ford, on n'est pas mécontent. Les deux pilotes occupent les 3e et 4e places. Dans l'ordre, Biaison et Delecourt, et on s'emploie à remettre les voitures en état. Il reste encore 2 journées très difficiles et tout peut arriver. Dans le clan Lancia, on est loin d'être satisfait. Sainz est 6e à 2 minutes et l'autre voiture, Aghini, est 8e. Les deux Delta encadrent la Mitsubishi rescapée de Schwarz. Beaucoup de fébrilité dans l'équipe Subaru, peu habituée à se retrouver aux 2 premières places d'un rallye de championnat du monde. Harry possède 1 minute d'avance. Je savais que nous sommes compétitifs, mais c'est tout, on ne peut pas aller plus loin. Mais maintenant, c'est vraiment fantastique. Fantastique. J'ai presque oublié cette feeling. Mais ce n'était pas une tête comme ça dans la rallye dans le championnat du monde depuis Suède 85. Alors, ça fait 8 ans, plus que 8 ans. Second, suite notamment à de menus problèmes, Colin McRae n'en est pas moins satisfait de sa position. Yeah, very good. No, a small problem with the transmission, but okay, just not very fast. Le lendemain matin, Vatanen est le premier à s'élancer, suivi par son équipier. Superstition ou coïncidence, Colin McRae sort de la route dans l'épreuve spéciale numéro 13, laissant Vatanen seul assurer la survie de l'équipe. Tâche d'autant plus difficile que ses poursuivants haussent la cadence. À l'arrivée de la célèbre et redoutée spéciale de Tarzan, Vatanen augmente son avance malgré le terrain. Oj, 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 ça c'est cassant, ça c'est dur. Oj, 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 qu'est-ce qu'on peut dire? C'est cassant. Tu vas essayer d'attaquer ou... Oui, non. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais pas si on peut l'appeler
attaquer, mais on est venu propre assez vite. Tout va bien, pas de coups. Non, pas de tout. Much better than yesterday today. The dip is okay? Yeah, it's okay. The car is fine now. We are going, but also Derek would have been very fast and Carlos today, so Yes. it's Over not the bad. track now? No. This is always quite rough. Okay. Kankkunen est son second dans cette spéciale, mais dans l'épreuve suivante, Vatanen à l'attaque sort 15 mètres en contrebas et abandonne. Puis c'est au tour de Kankkunen sur une panne mystérieuse du moteur. Il ne reste ni Subaru ni Toyota en course et ce n'est pas fini. Carlos Sainz déboîte un arbre de roue. L'assistance est interdite entre les deux spéciales et l'Espagnol perd plus de 3 minutes. Ces divers incidents portent tout d'abord la Ford de Delecourt en tête. 2 spéciales plus tard, un ennui de pompe à essence fait plonger le Français dans les profondeurs du classement. Une Ford peut en cacher une autre et Biezon s'empare du commandement. C'est alors la Mitsubishi de Schwarz qui pointe à la seconde place, l'Allemand apparemment très en colère comme beaucoup d'autres pilotes rescapés de l'enfer de Tarzan. Steering wheel is loose. Far away or at the beginning? On the beginning. That is not a stage, huh? That is shit. Complete shit. Suivent 5 Lancia, Sainz est 3e et Aghini 4e pour sa première participation. Cos'è così? 23 e 22 Tarzan. Sainz, Molto dura la prima volta. 24,05 L'effetto è a posto ora? Quasi. Un po' di problemi sempre, però quasi a posto. 5e, le Finlandais Mäkinen. How are you, Tommy? Terrible that. Yeah. 6e, Trellis. Merda. Et enfin 7e, Fiorio qui lui aussi a trouvé la spéciale de Tarzan particulièrement cassante. Ciao, come va? È dura. Ma per tutti, no? Molto dura. En groupe N, Bin Sulayem et Recaldeon a abandonné, laissant Facina et sa Mazda largement en tête. Oui, ben, c'est toujours bien d'être premier, mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire demain. Le petit Italien reste prudent et à l'assistance, toutes les précautions sont prises pour pallier au moindre problème, car Delecourt est 8e pour un vulgaire filtre à essence bouché. Déçu bien sûr, puisqu'on perd la première place, on se retrouve en 8e position à 20 minutes de Mickey. Mais déçu non plus pas complètement, parce que je pense que ce serait pire d'abandonner, on est toujours en course, il y a encore 11 spéciales demain très difficiles, il peut encore se passer quelques petites choses et on peut surtout marquer quelques points au championnat. François ne baisse pas les bras, il aligne de nouveau 5 meilleurs temps avant que son moteur ne le lâche définitivement. Alexandro Fiorio conserve sa 7e place alors que Mäkinen, lui, perd sa 5e sur une double crevaison au bénéfice d'une autre Lancia, celle de Trellis. Et contrat rempli pour Aghini, 4e, qui avait à cœur de faire oublier son mauvais début de saison. Et sur le podium, nous retrouvons à une très honorable 3e place la Mitsubishi d'Armin Schwarz. Longtemps second, l'Allemand ne put contenir le retour du champion du monde Carlos Sainz.
Avec 11 meilleurs temps, l'Espagnol reste le meilleur performeur du rallye. I lost the brakes. Oh, dernière spéciale. Heureusement c'est fini, mais... Toute la journée, Mickey Biezone ne prend aucun risque. Il s'octroie ainsi la seconde place du championnat pilote derrière François Delecourt et Ford rejoint Toyota au classement constructeur. C'était très difficile cette année. Hein. Ah oui. Un safari. C'est la 3e victoire sur le sol grec, la première au volant d'une Ford pour le petit Italien. Après Antibes et sa mer bleue, bienvenue ici à Strasbourg, sur les bords du Rhin, pour vivre la 10e édition du rallye Alsace-Vosges. Strasbourg, capitale européenne, accueille la 4e manche du championnat de France des rallyes. Je crois que sur l'ensemble de la manifestation, les spectateurs strasbourgeois, Strasbourg-Saint-Dié-des-Vosges, tout le monde va accueillir cette manifestation avec beaucoup d'excellence. Pour l'heure, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec les vérifications techniques. Direction maintenant, place de l'Étoile. Monsieur Herman, maire adjoint au sport de la ville de Strasbourg, donne le départ. Direction la première épreuve spéciale, une épreuve de 7 km. L'homme fort de ce début d'épreuve qui réalisera 2 reprises la meilleure performance absolue dans les spéciales s'appelle Éric Moffret, qui a décidé de sortir le grand jeu. Bernard Béguin, surpris par le départ foudroyant du jeune pilote lorrain, réagit dans l'épreuve de Fréland. 3e épreuve du jour. En s'emparant du commandement, lui aussi est sur des œufs. Donc, je crois que on va essayer de rouler pareil demain et attaquer peut-être un peu plus pour faire un écart, puisque pour l'instant il n'y a pas d'écart. Oui, ça marche très bien. On regrette simplement de ne pas avoir toutes les évolutions sur la voiture et puis de découvrir la voiture à cette course-ci. Ça aurait été plus tôt, ça serait mieux. Philippe Bugalski attend toujours son heure en championnat de France. Parti prudemment, il roule dans le sillage des leaders, réalisant au passage le scratch dans l'épreuve numéro 6. Avant l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges, ville étape du jour, coup de théâtre pour la Lancia numéro 1. On jouait vraiment un coup de seconde avec Bernard. Il m'en mettait 2, j'en remettais 2. On jouait vraiment un coup de seconde et je pense qu'on pouvait faire une belle course demain. Surtout, c'est la 2e étape, c'est une étape que je connaissais très bien. Malheureusement, on a crevé et c'est la course. Par contre, le Suisse Olivier Bury se mêle à la lutte des meilleurs pilotes français, se permettant même de les devancer dans la 3e épreuve spéciale. Je trouve qu'être 3e dans ces conditions, c'est très très bon, surtout que j'ai un coup qui est très endolori. Classé espoir, Patrick Bernardini confirme en ce début d'épreuve, en oscillant autour de la 4e place. C'est difficile, la voiture marche très bien, mais moi je suis pas encore bien dedans. Pour sa 2e sortie avec la Lancia, Christine Driano n'est pas en veine avec les conditions précaires d'adhérence. Philippe Kruger, pigiste de ce championnat de France, croise le fer entre autres avec Dominique de Meyer et pointe le museau de sa Toyota à la 7e place au général. Pour le Grassois, la pluie vient perturber ses prétentions. Pour Patrick Magot et sa ZX, les ennuis ont commencé avant même le départ du premier secteur chronométré. On a des petits problèmes d'essence depuis le routier de la première spéciale et c'est les pompes de gavage du réservoir qui ne marchent plus. Alors elles ne gavent plus et donc la voiture s'arrête. Vous vous en doutez, dans de telles conditions climatiques, les Clio sont à la fête. Elles assurent le spectacle. Porsucci, qui vise le classement promotion, s'intercale entre les 2 protagonistes du groupe N et accède à la 10e place du général. Ça va, impeccable. Pas trop de soucis. Bon, les conditions sont un peu difficiles pour les choix de pneus. Ça peut être ou tout bon ou tout mauvais, mais pour l'instant, ça va. Hasard, à août, le groupe N est désormais la propriété de Sylvain Polo, même si Serge Jordan fait de la résistance en signant le meilleur temps du groupe N dans Fréland.
On est à 11 secondes de Polo, je pense que c'est l'écart normal. Sylvain Polo, que l'on a déjà vu au rallye d'Antibes, s'imposer en groupe N, récidive ici une nouvelle fois. Serge Jordan, deuxième du groupe N, accède à la 9e place du classement général. Orsucci remporte le classement promotion. Jean Ragnotti, sur le fil du rasoir, fera tout ce qu'il peut pour revenir sur Alain Oreille. Des malheureux, Alain Oreille qui abandonne sur sortie de route. Oh merde! Merde, on le pousse! Hop, ouais, le pousse, arrête-toi, il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien. Arrête! Hey! Eh merde! On va mettre de côté ce qu'il y a une autre bagnole. Il a raté la route, il n'a pas le choquer. Le problème, c'est qu'on avait des conditions météo assez délicates et difficiles. Et disons que je suis passé d'un revêtement assez abrasif sur un revêtement assez lisse et très glissant avec un peu de terre. Et la voiture m'a un peu échappé, c'est-à-dire qu'elle est partie en sous-virage et ça s'est terminé dans un bas-côté, dans un fossé. L'affreux JR, entendé par là Jean Ragnotti, accède à la 6e place au classement général. Ça allait, on n'a pas trop pris de risques. C'était un peu piégeux, mais maintenant, enfin, on n'assure pas vraiment, mais un petit peu quand même. On revient aux choses sérieuses et en particulier à la compétition automobile avec, si vous le voulez bien, quelques instants à bord de la voiture de Christine Riano avant qu'elle n'abandonne, boîte bloquée. Gauche à fond dans le ciel et droite à fond rond et gauche 85 moins léger gravier. Droite 85 moins léger gravier. Droite 85 moins léger gravier. Sur gauche 90 rond dans le ciel. Gauche 90 rond dans le ciel. Le ciel en face 100 mètres. Gauche 104. Gauche 104, 100 mètres. Droite à fond et 100 mètres après, gauche sans terre. Gauche sans terre. Dur. Droite à fond dans le ciel sur gauche 75 gravier Carrefour. Gauche 75 gravier Carrefour. Même lieu, même punition pour Dominique Demeyer qui sortira au même endroit qu'Alain Oreille dans l'épreuve spéciale numéro 18. Dommage pour le pilote grassois qui avait réalisé quelques jours auparavant un très beau rallye d'Antibes. C'est pas vrai. Il a tapé là, il a tapé en plein sur lui. Le problème c'est que le pilote ça doit être sonné. Le pilote il doit être sonné, le large il a tapé en plein. Philippe Bugalski est 5e.
Pour la première place, c'est de remonter un petit peu. La régulière, c'est impossible. Et tout à l'heure, bon, on fait beaucoup de choix de pneus opposés à ce qu'il faudrait. Vous l'avez vu, Patrick Bernardini fait trembler les Suisses. Il accède à la 3e place du général. Début de journée pour Olivier Bury, il crève et se retrouve à la 6e place avant d'effectuer une brillante remontée. On vous propose à présent d'embarquer avec Patrick Bernardini. Épingle droite 30. Gauche 80. Et droit 85 ouvre, 150 mètres, gauche 80 long, gauche 80 long, 50 mètres, gauche 80, et attention droit 60 ferme, droit 60 ferme, 300 mètres, droit 110, pour gauche 100, 200 mètres, attention droit 120 et attention droit 85 ferme, et attention droit 85 ferme, gauche à fond et gauche 80, gauche 80, droit 90 corde, et gauche 85. Ben, on vient de faire un tête à queue, là on a perdu du temps, c'est la folie. Mauvais choix, oui, mais surtout j'ai été touché un peu l'humidité pour refroidir le pneu et on est parti en tête à queue et j'arrivais plus à repartir, marche arrière, ça a été la folie. On vient de crever 2 fois ce matin, on a perdu en tout cas 1 minute 30 depuis le début du rallye. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait une place confortable de 3e sans ces enduits, mais c'est ça le rallye. C'est aussi un nouvel épisode du duel Béguin-Maufrais. Revient à 1 seconde du leader après la spéciale de Corsieux. C'est en cet ordre que les concurrents maintenant regagnent Saint-Dié-des-Vosges, lieu du regroupement de la mi-journée. Éric Maufrais aura fait incontestablement la course qu'il devait faire. Il est second à 40 secondes du leader. Et bien Bernard Béguin remporte ce 10e rallye Alsace-Vosges, 3e victoire consécutive en terre alsacienne. Ah, je suis super content pour toute mon équipe, le mécano, pour François Bernard, pour Dany, pour nos sponsors, je veux dire nos nouveaux sponsors, pour tout ça. Vraiment, c'était tellement nécessaire. On a eu beaucoup de déboires, c'était en début d'année et ça fait du bien. C'est super. Bah, je suis à l'arrivée, je suis bien placé. Un peu déçu? Eh oui, quand on a eu le goût de la victoire dans la bouche, c'est enfin une grosse satisfaction quand même. Les Jeux du cirque restent toujours un spectacle très prisé. Ici, le cirque de Navacelles accueille une ronde Cévenol New Look, remplaçante du défunt rallye des Garrigues. 33 km 800 à parcourir 5 fois, c'est le menu proposé aux pilotes du championnat de France.
Dès la première boucle, nous retrouvons aux avant-postes le régional de l'étape, Jean-François Mourgue et sa BMW, très à l'aise sur un terrain qu'il connaît bien. Second ex-aequo à 2 secondes de Ford, Éric Mauffret et le champion de France en titre, Bernard Béguin. En quatrième position, Philippe Bugalski et sa Lancia pointent leur nez, mais dans la boucle suivante, Bug passe les 2 Ford et accède à la 2e place, toujours derrière Jean-François Mourgue. J'ai vraiment attaqué, mais pas vraiment comme je pensais le faire. Donc je pense que j'ai encore de la marge. Et puis bon, le problème c'est de gérer les pneus aussi maintenant. Hein. Parce que là, bon, on a pas mal usé. Et revoilà une BMW, mais cette fois c'est Delage qui après 2 tours se retrouve 5e à 6 petites secondes de la vénérable Ford Sierra d'Yves Loubet, retardée par de nombreux soucis. Il y a un problème de vapor-lock parce qu'il fait très chaud. Et bon, et malheureusement, à Montardier, on a cassé une durite de la direction assistée. Donc on a fait les derniers 5 km ou 6 km sans direction, on était donc arrêté. Après 2 boucles, Alain Oreille, qui affectionne les Cévennes, faut-il le préciser, devant son équipier et se retrouve 7e devant une autre M3 conduite par Massarotto, auteur d'un temps canon dans son premier passage. Rarement les Clio Williams ne se sont retrouvés si loin au classement général. Jean Ragnotti n'émerge qu'à la 9e place. Il faut dire que devant, le plateau est riche de voitures plus puissantes. Il va falloir attaquer, mais je pense que la route va beaucoup se dégrader. J'ai peur que ça peut être une loterie, hein, parce qu'on peut sortir dans n'importe quel virage. Là. Et oui, on verra. Christine Driano en fait l'expérience et se fait un petit béret, heureusement sans gravité pour l'équipage. La Citroën de Magot s'écroule à la 70e place, retardée à chaque tour par de nombreux problèmes mécaniques. Et le lendemain, il reste rescapé de la première étape, 3 boucles à parcourir. Passage obligé à Montardier, petit village qui amorce la descente avant l'arrivée. Chaussée de Michelin 9, Béguin revient à 4 secondes de Mourgue, victime d'un bris d'échappement. Problème de barre anti-roulis pour Mauffret qui concède 16 secondes et se retrouve ex-aequo avec la Lancia de Bugalski. Clic-clac, c'est dans la boîte pour Massarotto qui lui se maintient en 5e position. Jean Ragnotti s'est bien réveillé, il devance Yves Loubet qui continue son attaque malgré ses problèmes. Suit Alain Oreille, il conduit propre afin d'économiser ses pneus sans perdre de temps sur ses routes défoncées. Neutralisation de la course dans ce 3e tour pour permettre l'intervention des pompiers venus secourir Hazard après une sortie de route. Sa voiture est détruite. Eh bien, l'arrière s'est bloqué au freinage, ce qui fait que je suis rentré en marche arrière dans le virage et ça a arraché instantanément le réservoir et la voiture a explosé, elle a pris feu immédiatement. Défaillance de la pompe à eau pour la Clio Williams de Jordan qui devra abandonner, laissant la victoire du groupe EN à Polo. Halte de réconfort aux abords de la structure méga, sieste pour les uns et bilan pour les autres. On a remis des pneus neufs et puis on m'a envoyé, voilà. Là on est reparti en pneus neufs et j'espère que ça va aller. Ouais, je fais le maximum. Et on essaie de garder le contact parce que beaucoup de choses peuvent se passer encore. Au point stop du 4e tour, c'est la stupéfaction. Quand Bugalski arrive le premier au contrôle horaire, Mourgue n'est plus là. Ah oui, il est sorti la force. La plaque dans toutes les cordes on voit. Non, c'est pas passé. Je le sais, mais je l'ai pas vu. Oui, Jean-François était bien parti le premier de l'autre côté de la montagne, mais voilà.
Défaillance physique ou mécanique, la BM heurte un petit muret et termine sa course loin en dessous de la route. Sur la route, là. Le beau rêve du pilote Savenol s'évanouit donc sous les yeux de Patrick Landon, venu le secourir. Mourgue out, il reste 3 pilotes en 26 secondes pour le gain de la victoire. Pour Bugalski, la cause est presque entendue. Ne disposant pas de bonne suspension, Philippe va avoir du mal à contenir la pression de Béguin. En revanche, Maufray ne tente pas le diable, il préfère assurer son podium. Au PC Radio du Best Racing, on attend les nouvelles. La tension tombe enfin, Bernard Béguin et Jean-Paul Chiaroni ont enfin passé la ligne d'arrivée. 2e victoire de la saison pour le champion de France en titre. Au classement promotion, après l'abandon d'Orsucci, c'est une autre Clio qui l'emporte, celle de Marino. Le pilote corse Yves Loubet, après une crevaison, termine 4e. Et en 5e position, c'est aussi et encore un Corse, Massarotto, sur sa BMW. Il précède 2 Clio dans l'ordre, Ragnotti et Oreille. Je te donne les temps. Tout au long de ce rallye, les 2 pilotes auront subi les conséquences de la canicule, la déshydratation, les routes défoncées, le goudron fondu. Cela ne les a pas empêchés de se donner à fond, comme en témoignent ces images. Droite à fond plus. Et 30 mètres, droite au bord ferme, 4e. Et gauche à fond plus, coupé 20 mètres, droite très dur. 80 mètres. Gauche au bord ferme, 4e. 30 mètres, gauche à fond plus. 50 mètres, droite à fond plus. 50 mètres. Vaille, droite à fond ferme. Et 80 mètres, épingle droite. Mètres, épingle à gauche. 50 mètres. Gauche très bon ferme, 4e. Et droite bon ferme, 4e. 30 mètres. Droite gauche à fond. Sur droite très bon. Droite gauche à fond, sur droite très bon. Et gauche à fond plus. 150 mètres. Droite au moyen pont. Là, j'ai été obligé de bien conduire parce que j'avais une caméra sur le casque, alors elle voyait toutes les fautes. Super, merci. Sixième manche du championnat de France, le rallye du Rouergue tient particulièrement à cœur à l'un des nombreux vainqueurs potentiels. Je dirais c'est le seul rallye qui me manque de tous les rallyes du championnat de France à mon palmarès et j'aimerais bien combler cette lacune ce week-end. Voilà. Malgré les forfaits de Baroni, blessé au pied en reconnaissance, de Bernardini qui a tapé en essai et de Mourgue sans voiture, la tâche s'annonce rude pour Philippe Bugalski et Yves Loubet qui s'élancent de Roquefort direction Rodez. Il en est de même pour Éric Maufray qui partage le premier meilleur temps du rallye avec Bernard Béguin. Derrière eux, Bug montre
qu'il n'est pas en reste. Yves Loubet change à nouveau de monture et s'y adapte au mieux malgré une barre stabilisatrice cassée. Belle impression également d'Hugues Delage sur sa bonne vieille M3. Dans la première spéciale, Ragnotti devance Beuzelin qui crève dans la 3 et bouchonne Massarotto. L'autre pilote Renault, Alain Oreille, se croit au volant d'une propulsion. Hélas, pour les admiratrices de Jeannot, la spéciale de Truel lui est fatale. Transmission cassée, 6 minutes perdues et plus de 3,30 de pénalisation le relègue à la 84e place du général. Même lieu, même punition pour Patrick Vernet dont le retour s'avère difficile. Il se retrouve au point mort. En groupe EN, malgré quelques frayeurs, Polo fait le trou mais Jordan fait de la résistance. Course en progrès pour Patrick Magot et Christophe Lapierre. Le bilan de l'étape reste très correct. La ZX devance la M3 de 3 secondes. Par rapport à d'habitude, tout va bien. On a eu un tout petit souci d'amortisseur dans les deux premières spéciales où j'ai un amortisseur qui était grippé. Devant, on retrouve Oreille, Loubet, Delage, Bugalski, Béguin et Maufray, leader pour 4 secondes. On avait promis un petit peu à nos sponsors d'arriver, enfin on avait promis d'être en tête après la première étape. Bon, maintenant l'avance est très faible, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres parcourus, mais tout s'est bien déroulé. Quelques soucis, mais la course commence demain et je préfère les avoir eu aujourd'hui. On a des soucis de suspension que j'aimerais résoudre parce que j'arrive pas à me livrer à fond avec l'auto comme j'ai pu me le livrer le week-end dernier avec une 19 ou avec d'autres voitures par le passé. Auteur d'un tout droit, dès le lendemain matin, Maufray suit à courte distance le duel Bugalski-Béguin et ses petits bugs qui signent la meilleure progression. Au départ de Villecontal, les deux hommes sont à égalité parfaite. Frein dur, 30 mètres, gauche 80. Et à fond, 40 mètres. Droite 104, très long. Et à fond, 60 mètres. Frein gauche 92, carrefour. Frein gauche 92, carrefour. Et à fond, 80 mètres. Gauche à fond, 60 mètres. Droite à fond, absolu sur bosse, et 100 mètres. Droite 126. 80 mètres. Gauche 120 ferme. 60 mètres. Attention, droite à fond ferme. Attention, droite à fond ferme. 500 mètres. Allez. 500 mètres. Attention, frein maison, droite 114. Attention, frein maison, droite 114. Et 60 mètres. Gauche 100 et à fond carrefour pour passe gauche à fond carrefour, 80 mètres. Gauche droite à fond et 30 mètres. Au panneau, droite à fond, ouvre, frein, droite 104 léger, ferme piquet. Droite à fond, ouvre, frein, droite 104 léger, ferme piquet, 30 mètres. Bien, j'attaque, mais on est limité un peu par la voiture, j'aimerais pouvoir faire un peu plus, mais on souvire beaucoup encore dans le serré. Et puis il y a aussi un facteur qui est en ligne de compte, c'est les pneumatiques, donc on ne sait pas trop comment les autres partent. Moi je sais qu'il m'en reste pas mal pour demain, donc je suis assez confiant. Malgré tous ses efforts, Bugalski concède 1 seconde à Béguin, nouveau leader au terme de cette deuxième étape. Oiseau de mauvais augure pour Maufray, rentré à 15 secondes des leaders, il ne sait pas encore qu'il sortira violemment de la route le lendemain matin. J'ai roulé là. J'ai jeté toutes les forces que j'avais là pour... j'ai roulé. Yves Loubet parvient à passer Hugues Delage pour la 4e place, puis la perd aussitôt jusqu'à ce que la M3 souffre de sa transmission. Yves, où est Delage? Arrêtez.
Ça va. Ça va. Les freins, c'est réglé maintenant? Ouais. Les BM de Lapierre et de Massarotto continuent leur bonhomme de chemin. Mais attention, la Lancia de Bezelin se rapproche. Belle performance également de Sabir Ghani qui pointe en 8e position. Il devance Orsucci dont la régularité paiera jusqu'à ce que sa boîte et une fuite d'eau ne l'obligent à se retirer. Peugeot 106 des frères Panizzi crée la surprise en entrant dans le top 10, spectacle à l'appui, et dans la maison Citroën. Les bons résultats de Patrick Magot n'ont pas rendu la ZX plus fiable. Ça a cassé le moteur. Voilà. C'est un peu d'eau. À peu près au milieu de la spéciale. C'est dommage parce qu'on avait repris 4 secondes à Oreille et je pense qu'on a pu faire une belle bagarre. Voilà. Alain Oreille, le voilà justement, mais pas pour longtemps. Une courroie de distribution rebelle le contraint à l'abandon. L'autre Clio Williams, celle de Ragnotti, refait son retard. 50 places de gagné pour l'acrobate. Ça va, ouais, très bien. Ouais. Essayez de rattraper les 30 premiers devant. Le groupe EN perd ses pétales. Après Polo, turbo cassé, c'est Jordan qui laisse filer la victoire dans le vacarme d'un sur-régime. Simon Jean-Joseph reçoit alors les lauriers du groupe. Un morceau de gâteau à la broche, ça aide, c'est ce qu'ont dû se dire les Panizzi Brothers. Ils ramènent la petite 106 en 6e position. La famille Ghani signe une très probante 5e place, mais tout ce beau monde a eu chaud. Ragnotti est parvenu à accrocher le 7e rang. Au total, 77 places de récupérées. Chapeau l'artiste. L'heure a sonné, il est temps de s'attarder sur le match à 3, Lapierre, Massarotto et Bezelin. Massarotto, retardé dans la première étape par la crevaison de Bezelin, s'incline pour 5 petites secondes face à Bezelin justement. Jean-Manuel voit sa route dégagée pour le podium lorsque Lapierre arrive hors délai suite à la perte d'une roue sur la liaison retour. C'est vrai, les heures passent, mais la générosité du pilote corse reste. Yves Loubet a encore fort à faire avec sa mécanique. Et si Loubet monte sur la seconde marche du podium, c'est qu'il en manque un des deux. Aujourd'hui, Bernard Béguin ouvre la route, mais c'est Bugalski qui prend le commandement pour 3 petites secondes. Puis le pilote Ford réagit et inflige une perte sèche de 12 secondes au pilote de la Lancia.
impressionné. Bug reprend une seconde à Béguin dans l'instant qui suit, mais c'est dur, très dur. Je pense qu'on subit la loi de la Ford, elle est beaucoup plus forte que nous. J'attaque vraiment, mais je ne peux pas faire autre chose. À l'assistance Lancia, on change un turbo douteux, mais la nouvelle pièce est défectueuse et Philippe doit renoncer, la mort dans l'âme. Bien installé dans son fauteuil de leader, Bernard Béguin consolide ainsi sa première place au championnat. Il remporte son premier rallye du Rouergue, le seul qui manquait à son palmarès. Ah, c'est le premier Rouergue, mais c'est un beau Rouergue. Alors Bernard, on est allé la chercher. C'est dommage que Philippe n'ait pas fini jusqu'au bout. Mais les 8 secondes qu'on avait d'avance, on avait bien l'intention de les conserver jusqu'au bout. L'Argentine, pays où la nature est d'une rare beauté, accueille pour la 13e fois la caravane du championnat du monde des rallyes. Pour la 7e manche de la saison, 3 équipes officielles ont fait le déplacement, Toyota, Lancia, mais aussi Ford engagé de dernière heure. Cette année, l'itinéraire est encore modifié. Les concurrents partent de Tucumán pour rejoindre Cordoba après 600 km de liaison. Carlos Sainz, vainqueur en 1991, abandonne dans la première spéciale moteur cassé. Le public de Cordoba doit se contenter du seul représentant lancé encore en course, Gustavo Trelles. L'Uruguayen collectionne les 3e et 4e temps sans jamais se mêler à la lutte en tête. Chez Toyota, on vit un début de course quasi parfait. Un meilleur temps pour Didier, 2 pour Iwa. Puis la boîte de vitesse de la voiture numéro 1 perd ses rapports les uns après les autres. C'est la numéro 4 qui mène la danse avec plus d'1 minute et demie d'avance. À l'assistance, les sentiments sont partagés. Sur la voiture d'Oriol, les mécaniciens ne peuvent changer la boîte avant ce soir. Réglementation oblige. Alors le scepticisme s'installe dans le camp français. On n'a plus de 3, là on n'a plus de 4, j'ai la 5 qui craque beaucoup. Alors ce qui veut dire qu'il faut essayer de rouler en première, deuxième et 5e pour l'instant, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Alors je vais essayer de rouler doucement là pour essayer de finir jusqu'à ce soir, mais on espère qu'on arrivera jusqu'à ce soir. Sur l'autre Toyota, rien à signaler, Kankkunen est confiant. It has been okay, no problem. Yes, fine, fine. All okay at the moment. Chez Ford, Mickey Bieson, seul représentant de la firme, est un grand spécialiste de ce rallye avec 3 victoires. Profitant des ennuis d'Oriol, l'Italien accroche sans difficulté la seconde place derrière le Finlandais. Les feux de l'actualité se braquent vers Carlos Menem Jr., fils du président de la République. Il apprend le maniement d'une grosse roupa. C'est sur un bris de suspension que Jorge Recalde se retire de la course en groupe N. Dès lors, sans concurrence, Bin Sulayem empochera la victoire. Leader des pilotes locaux, Gabriele Reyes reste fidèle à sa monture, une Renault 18 GTX qui l'emmène en 8e position en fin d'étape. Autre figure, Jorge Becham rentre dans le top 10 au volant d'une Fiat Regata 2000. Après 800 km, dont 175 d'efforts intenses, les chevaux se reposent pendant que les spectateurs pratiquent avec passion l'autre sport culte du pays. Le deuxième jour, la course de Juha Kankkunen s'apparente rapidement à une promenade en mer.
tracé poursuivant provient du vent, totalement absent à certains endroits. Very difficult because there is a lot of dust. It's impossible to go on. La poussière stagne et les pilotes se heurtent parfois à un véritable mur. Au fil des kilomètres, les écarts se creusent et Juha Kankkunen rentre à Cordoba avec plus d'1 minute d'avance sur Miki. Quant à Trelez, il se maintient à la 3e place, à bonne distance du duo de tête. On a remplacé la boîte sur la Toyota d'Oriol, mais le problème demeure, l'embrayage fatigué est changé, mais maintenant, c'est le moteur qui chauffe. Devenu très régulier, Mennen consolide sa 5e place. Pour espérer décrocher la Lune, un titre en fin d'année, Christine Briano doit absolument finir le rallye. Elle est donc contrainte d'assurer au détriment de l'attaque. Reyes rentre à la maison avec la victoire en 2 roues motrices. Enfin, dans la famille Stoll, je voudrais le père, Manfred termine devant Rudy, son fils. Les Argentins peuvent être satisfaits. Carlos Mennen, 5e, signe là son meilleur résultat. Seul fait marquant de la dernière étape, Gustavo Trelez sort de la route dans l'avant-dernière spéciale. La Lancia perd 15 minutes, mais continue sa route. Chez Toyota, le pilote de Millau, après tous ses déboires, s'est depuis longtemps fait une raison. Il attend l'arrivée avec impatience. Même si on voulait attaquer en prenant des risques dans la poussière, je crois qu'on serait encore 40 secondes ou 45 secondes derrière les temps de Juha. Alors on roule doucement et puis on rentre ce soir. La mésaventure de Trelez permet à Didier Auriol d'empocher 12 points de la 3e place, des points qui peuvent s'avérer utiles en fin d'année. Tout le monde le sait, l'écart séparant les 2 hommes de tête est si important que l'on ne peut rêver à une lutte au couteau. Cependant, le leader, pour la première fois associé à Niki Gris, reste d'une grande prudence, alors que son suivant est plutôt dépité. It's never okay before you are in the finish. I have learned that since many years. J'aime bien cette rallye, j'aime bien le monde ici et c'est le rallye que je préfère, mais bien, cette année, il n'a pas été de chance pour moi. Il reste 7 spéciales à disputer, les 4 premières sont pour Kankkunen, les 2 dernières pour Biezon. Signe sa première victoire en Argentine. Une victoire qu'il dédie à Juha Pironen, son coéquipier habituel, victime d'une commotion cérébrale en reconnaissance et qui se remet doucement. Au championnat pilote, Kankkunen talonne Biezon, nouveau leader. Belle opération pour Ford dont le déplacement en terre argentine permet de garder le contact avec Toyota au championnat des marches.
3 petits tours et puis s'en vont à 20 000 km de notre bon vieux continent et plus précisément à Auckland, ville de départ et d'arrivée du rallye de Nouvelle-Zélande. Confortablement installé dans une limousine, Didier Auriol au volant, à sa gauche François Delecourt. Détente et décontraction au programme pour nos 2 représentants français. Copains dans la vie, mais adversaires en course, Didier et François ont décidé de découvrir l'objet rare qui pourrait décorer leurs maisons respectives. Tiens, François voudrait-il changer de monture et rejoindre Auriol chez Toyota? Didier sourit et ne sait plus à quel sein se vouer. À ce sujet, certains magasins n'ont pas laissé indifférent l'ami Delecourt qui se laisse aller à quelques confidences. Ça c'est un truc que moi j'adore faire, tu vois. Aller choisir une... Moi j'adore. Symbole de la technologie en revanche, pour les Néo-Zélandais, le bateau victorieux de la Coupe de l'Amérique trône sur le port. La Cité des Voiles, c'est le surnom donné à cette ville construite en bordure de l'océan Pacifique. On dit d'ailleurs qu'il y aurait plus de bateaux ici que d'habitants. Après une tasse de café avalée en toute hâte aux abords du parc fermé, les pilotes se retrouvent avant le départ distribuant autographes et interviews. Côté Lancia, le joli club aligne Trellis et Sainz. Toyota fait confiance à ses 2 pilotes, Auriol et Cancunen venus directement d'Argentine. On voyage beaucoup en ce moment, donc on est d'un coin de la Terre à un autre très rapidement. Et je pense qu'on ne s'en rend pas trop compte. Pour Ford, l'équipe est au complet avec Mickey Biazon et François Delecourt. On nous disait toujours, regardez les antipodes de la France et la Nouvelle-Zélande, là-bas vous avez la tête en bas. Et en fait on l'a pas du tout, donc tout se passe bien. Oui, il marchait très bien. Subaru avec le grand blond Harry Vatanen, le bouillonnant Colin McRae et le local Possumbourne. Enfin, Ross Dunkerton est engagé sur une Mitsubishi Lancer. Le tapis vert de la Nouvelle-Zélande ne tarde pas à faire ses premières victimes. Pour Ross Dunkerton, c'est le moteur, alors que pour Mickey Biazon, c'est la sortie de route de la 4e spéciale. Il ne reste plus qu'une Ford en course, mais elle est en tête. Delecourt, pour sa première participation, se permet de devancer le gratin mondial. Le second, c'est Harry Vatanen, le Finlandais, comme à l'Acropole, est parti très fort. Son équipier Colin McRae a déjà giflé sa Subaru sur les arbres, il a perdu un minimum de temps. Enfin, Possumbourne oscille aux environs de la 7e place. Chez Lancia, Carlos Sainz n'est pas en reste. Il pointe à la 3e place à 4 secondes seulement de Vatanen, prouvant ainsi que la Lancia est toujours aussi compétitive. Trellis, lui, est loin derrière. Côté Toyota, Auriol se montre le plus rapide. Le pilote est en embuscade à 12 secondes seulement du leader. Passable pour Juha Cancunen, déjà à 30 secondes de son chef de file. À la fin de la première étape, François Delecourt est en tête avec 14 secondes d'avance sur Harry Vatanen. Pourtant, le Français ne tient pas spécialement à ouvrir la route. Les spectateurs vont peut-être pas comprendre, mais pour nous, il est bien plus favorable de pointer ce soir 2 minutes en retard, tout en sachant qu'une minute ici, c'est 10 secondes. Donc c'est probablement ce qu'on va faire, on n'a pas encore décidé officiellement, mais je crois que c'est pas mon rôle demain de partir en première position. On aura de la glace, il faudra ouvrir la route, ce sera extrêmement piégeux. Je préférais voir des petites traces devant. On perd une quinzaine de secondes au moins dans les 2 dernières. Mais je crois que c'est bien parce que c'est ce qu'on voulait au départ. On avait dit on veut être 3 ou 4e ce soir parce que la route est très longue demain. Et je pense qu'en partant derrière, on sera mieux en motricité. Parce qu'il y a beaucoup de gravier, donc la position est très bonne, pas loin, en embuscade, très très bien. Difficile de savoir quelle est la bonne tactique. Toujours est-il que le lendemain matin, Vatanen part devant lorsqu'il abandonne, suspension cassée à la suite, dit-on, d'une légère touchette. À l'arrivée de la spéciale suivante, la voiture de Carlos Sainz émet un bruit étrange.
Not now, we have to go. We have a problem in the car. I don't know. La voiture ne va pas tarder à se taire définitivement avant que les mécaniciens ne changent plusieurs fois le boîtier électronique. C'est une vulgaire masse qui fait perdre plus d'1 minute à Carlos et toute chance de victoire. Problème également pour Juha Kankkunen. We have the rear diff is slipping quite a lot, but we cannot change it before the evening. So, yeah, the rear diff, you know, the limited slip is broken. And the tires is good? Yeah, tires okay, but... Devant, 3 hommes et 3 voitures différentes ne connaissent aucun problème majeur. La victoire se joue entre eux à coups de seconde. Dans l'ordre, McRae Subaru, Oriol Toyota, et Delecourt Ford. The last stage was very good and the motor we had a good time. This one, I don't know, felt okay. Ça se passe pas mal pour l'instant. On était deuxième avant le départ de celle-là. T'as attaqué là? Oui. Et McRae est en tête, Didier deuxième, et moi 3. J'ai fait une grossière erreur de pneumatique tout à l'heure. François a en effet perdu près de 40 secondes en une seule spéciale, mais rien ne change chez Ford, et avec la nuit venue, Delecourt frappe un grand coup dans la dernière épreuve. À Rotorua, ville étape, les fumerolles des nombreux geysers d'eau chaude agrémentent les rues, mais la tenace odeur de soufre vous soulève le cœur. Les rescapés s'élancent vers la 3e étape. Sainz et Kankkunen se battent pour la 4e place à plus de 2 minutes des leaders. Carlos va réussir tout de même la bagatelle de 5 scratchs sur 8 spéciales, reprenant ainsi 30 secondes au leader. En tête, Didier Auriol possède 2 secondes d'avance sur McRae et 5 sur Delecourt. Une misère. De plus, Didier ouvre la route et ce n'est certes pas un avantage. Comment ça se passe alors aujourd'hui, Didier? Ben, pas trop mal, mais c'est un petit peu difficile, surtout dans la dernière, parce que c'était une spéciale très lente et avec beaucoup de montées. Et il y avait beaucoup de gravier et je crois que j'ai perdu beaucoup de temps en motricité dans la dernière. De surcroît, son différentiel arrière, tout comme celui de Kankkunen la veille, est en train de lâcher. C'est Colin McRae, malgré une petite alerte, le plus rapide aujourd'hui. Just a small problem with the engine. We lost some oil, but we didn't lose any time. But now he's okay? Quant à François Delecourt, impressionné par les traces des 2 voitures devant lui, il trouve que ça va vraiment trop vite. Je crois que la différence est en train de se faire sur le plan psychisme, à mon avis. Il faut pas craquer et je pense que quand même, entre nous 3, il y en a un qui commettra l'erreur. Ce sera peut-être moi, DJ ou Colin. En fait, personne ne commet de faute et personne ne veut lâcher prise. À la fin de la journée, l'Écossais possède 15 secondes d'avance sur la Ford et 34 sur la Toyota. Un mot sur le groupe N
la performance de Fujimoto sur sa Mitsubishi, il l'emporte devant la Mazda de Facina. Un coup de projecteur également sur le meilleur performeur de ce rallye, Carlos Sainz, et oui, à moins de 9 temps scratch, il termine 4e devant Kankkunen. Enfin, superbe baroud d'honneur et grosse déception pour Didier Auriol, 3e à 2 petites secondes seulement de François Delocourt. Première victoire en championnat du monde pour Colin McRae et pour Subaru.